Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un petit recueil de nouvelles d'Émile Zola qui s'intitule Pour une nuit d'amour. Pour une nuit d'amour, c'était en fait la première nouvelle. Et là, je poursuis avec la seconde qui s'intitule L'inondation. Je vais donc commencer la lecture de cette nouvelle et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Chapitre 1. Je m'appelle Louis Roubieux. J'ai 70 ans et je suis né au village de Saint-Jory, à quelques lieues de Toulouse, en amont de la Garonne. Pendant 14 ans, je me suis battue avec la terre pour manger du pain. Enfin, l'aisance est venue et le mois dernier, j'étais encore le plus riche fermier de la commune. Notre maison semblait bénie. Le bonheur y poussait, le soleil était notre frère. Et je ne me souviens pas d'une récolte mauvaise. Nous étions près d'une douzaine à la ferme, dans ce bonheur. Il y avait moi, encore gaillard, menant les enfants au travail, puis mon cadet, Pierre, un vieux garçon, un ancien sergent. Puis ma sœur, Agathe, qui s'était retirée chez nous après la mort de son mari. Une maîtresse femme, énorme et gaie, dont les rires s'entendaient à l'autre bout du village. Ensuite venait toute la nichée. Mon fils Jacques, sa femme, Rose, et leurs 3 filles, Aimée, Véronique et Marie. La première mariée à Cyprien Buisson, un grand gaillard dont elle avait 2 petits. L'un de 2 ans, l'autre de 10 mois. La seconde, fiancée d'hier, et qui devait épouser Gaspard Rabuteau. La troisième, enfin, une vraie demoiselle, si blanche, si blonde qu'elle avait l'air d'être née à la ville. Ça faisait 10, en comptant tout le monde. J'étais grand-père et arrière-grand-père. Quand nous étions à table, j'avais ma sœur Agathe à ma droite, mon frère Pierre à ma gauche. Les enfants fermaient le cercle, par rang d'âge. Une file où les têtes se rapetissaient jusqu'au bambin de 10 mois, qui mangeait déjà sa soupe comme un homme. Allez, on entendait les cuillères dans les assiettes. La nichée mangeait dur. Et quelle belle gaieté, entre 2 coups de dents. Je me sentais de l'orgueil et de la joie dans les veines lorsque les petits tendaient les mains vers moi en criant « Grand-père, donne-nous donc du pain ! Un gros morceau, hein, grand-père !» Les bonnes journées. Notre ferme, en travail, chantait par toutes ses fenêtres. Pierre, le soir, inventait des jeux, racontait des histoires de son régiment. Tante Agathe, le dimanche, faisait des galettes pour nos filles. Puis c'était des cantiques que savait Marie, des cantiques qu'elle filait avec une voix d'enfant de chœur. Elle ressemblait à une sainte, ses cheveux blonds tombant dans son cou, ses mains nouées sur son tablier. Je m'étais décidée à élever la maison d'1 étage, lorsque Aimée avait épousé Cyprien. Et je disais en riant qu'il faudrait l'élever d'un autre. Après le mariage de Véronique et de Gaspard, si bien que la maison aurait fini par toucher le soleil, si on avait continué à chaque ménage nouveau. Nous ne voulions pas nous quitter. Nous aurions plutôt bâti une ville derrière la ferme, dans notre enclos. Quand les familles sont d'accord, il est si bon de vivre et de mourir où l'on a grandi. Le mois de mai a été magnifique cette année. Depuis longtemps, les récoltes ne s'étaient annoncées si belles. Ce jour-là, justement, j'avais fait une tournée avec mon fils Jacques. Nous étions partis vers 3 heures. Nos prairies, au bord de la Garonne, s'étendaient d'un vert encore tendre. L'herbe avait bien 3 pieds de haut. Et une oseraie, plantée l'année dernière, donnait déjà des pousses d'1 mètre. De là, nous avions visité nos blés et nos vignes, nos champs achetés un par un, à mesure que la fortune venait. Les blés poussaient drus, les vignes, en pleine fleur, promettaient une vendange superbe, et Jacques riait de son bon rire en me tapant sur l'épaule. Eh bien,
Père, nous ne manquerons plus de pain ni de vin. Vous avez donc rencontré le bon Dieu pour qu'il fasse maintenant pleuvoir de l'argent sur vos terres? Souvent nous plaisantions entre nous de la misère passée. Jacques avait raison. Je devais avoir gagné là-haut l'amitié de quelques saints ou du bon Dieu lui-même, car toutes les chances dans le pays étaient pour nous. Quand il grêlait, la grêle s'arrêtait juste au bord de nos champs. Si les vignes des voisins tombaient malades, il y avait autour des nôtres comme un mur de protection, et cela finissait par me paraître juste. Ne faisant de mal à personne, je pensais que ce bonheur m'était dû. En rentrant, nous avions traversé les terres que nous possédions de l'autre côté du village. Des plantations de mûriers y prenaient à merveille. Il y avait aussi des amandiers, en plein rapport. Nous causions joyeusement, nous bâtissions des projets. Quand nous aurions l'argent nécessaire, nous achèterions certains terrains qui devaient relier nos pièces les unes aux autres et nous faire les propriétaires de tout un coin de la commune. Les récoltes de l'année, si elles tenaient leurs promesses, allaient nous permettre de réaliser ce rêve. Comme nous approchions de la maison, Rose de loin nous adressa deux grands gestes en criant « Arrivez donc !» C'était une de nos vaches qui venait d'avoir un veau. Cela mettait tout le monde en l'air. Tante Agathe roulait sa masse énorme, les filles regardaient le petit et la naissance de cette bête semblait comme une bénédiction de plus. Nous avions dû récemment agrandir les étables où se trouvaient près de 100 têtes de bétail, des vaches, des moutons surtout, sans compter les chevaux. « Allons, bonne journée !» m'écriai-je. « Nous boirons ce soir une bouteille de vin cuit. » Cependant, Rose nous prit à l'écart et nous annonça que Gaspard, le fiancé de Véronique, était venu pour s'entendre sur le jour de la noce. Elle l'avait retenu à dîner. Gaspard, le fils aîné d'un fermier de Morange, était un grand garçon de 20 ans, connu de tout le pays pour sa force prodigieuse. Dans une fête à Toulouse, il avait vaincu Martial, le lion du Midi. Avec cela, bon enfant, un cœur d'or, trop timide même, et qui rougissait quand Véronique le regardait tranquillement en face. Je priai Rose de l'appeler. Il restait au fond de la cour et aidait nos servantes, qui étendaient le linge de la lessive du trimestre. Quand il fut entré dans la salle à manger, où nous nous tenions, Jacques se tourna vers moi en disant « Parlez, mon père ?» « Eh bien, dis-je, tu viens donc, mon garçon, pour que nous fixions le grand jour ?»« Oui, c'est cela, père Roubiot, » répondit-il, les joues très rouges. « Il ne faut pas rougir, mon garçon, » continuai-je. « Ce sera, si tu veux, pour la Sainte Félicité, le 10 juillet. Nous sommes le 23 juin, ça ne fait pas 20 jours à attendre. Ma pauvre défunte femme s'appelait Félicité. Et ça vous portera bonheur. Hein? Est-ce entendu? Oui, c'est cela. Le jour de la Sainte Félicité, père Roubieux. Et il nous allongea dans la main, à Jacques et à moi, une tape qui aurait assommé un bœuf. Puis il embrassa Rose en l'appelant sa mère. Ce grand garçon au point terrible aimait Véronique à en perdre le boire et le manger. Et nous avoua qu'il aurait fait une maladie si nous la lui avions refusée. Maintenant, repris-je, tu restes à dîner, n'est-ce pas? Alors, à la soupe tout le monde, j'ai une faim de tonnerre de Dieu, moi. Ce soir-là, nous fûmes 11 à table. On avait mis Gaspard près de Véronique et il restait à la regarder, oubliant son assiette, si ému de la sentir à lui, qu'il avait par moments de grosses larmes au bord des yeux. Cyprien et Aimé, mariés depuis 3 ans seulement, souriaient. Jacques et Rose, qui avaient déjà 25 ans de ménage, demeuraient plus graves et pourtant, à la dérobée, ils échangeaient des regards humides de leur vieille tendresse. Quant à moi, je croyais revivre dans ces deux amoureux, dont le bonheur mettait à notre table un coin de paradis. Quelle bonne soupe nous mangeâmes ce soir-là.
Tante Agathe, ayant toujours le mot pour rire, risqua des plaisanteries. Alors ce brave Pierre voulut raconter ses amours avec une demoiselle de Lyon. Heureusement, on était au dessert. Et tout le monde parlait à la fois. J'avais monté de la cave 2 bouteilles de vin, cuit. On trinqua à la bonne chance de Gaspard et de Véronique. Cela se dit ainsi chez nous, la bonne chance, c'est de ne jamais se battre, d'avoir beaucoup d'enfants et d'amasser des sacs d'écus. Puis, on chanta. Gaspard savait des chansons d'amour en patois. Enfin, on demanda un cantique à Marie. Elle s'était mise debout. Elle avait une voix de flageolet très fine et qui vous chatouillait les oreilles. Pourtant, j'étais allée devant la fenêtre. Comme Gaspard venait m'y joindre, je lui dis « Il n'y a rien de nouveau par chez vous ?»« Non, » répondit-il. « On parle de grandes pluies de ces derniers jours. On prétend que ça pourrait bien amener des malheurs. » En effet, les jours précédents, il avait plu pendant 60 heures, sans discontinuer. La Garonne était très grosse depuis la veille. Mais nous avions confiance en elle. Et tant qu'elle ne débordait pas, nous ne pouvions la croire mauvaise voisine. Elle nous rendait de si bons services. Elle avait une nappe d'eau si large et si douce. Puis les paysans ne quittent pas aisément leur trou, même quand le toit est prêt de couler. De crouler, pardon. Bah, m'écriai-je en haussant les épaules, il n'y aura rien. Tous les ans, c'est la même chose. La rivière fait le gros dos, comme si elle était furieuse, et elle s'apaise en une nuit. Elle rentre chez elle, plus innocente qu'un agneau. Tu verras, mon garçon. Ce sera encore pour rire cette fois. Tiens, regarde donc le beau temps. Et de la main, je lui montrai le ciel. Il était 7 heures, le soleil se couchait. Ah, que de bleu. Le ciel n'était que du bleu, une nappe bleue immense d'une pureté profonde, où le soleil couchant volait comme une poussière d'or. Il tombait de là-haut, une joie lente, qui gagnait tout l'horizon. Jamais je n'avais vu le village s'assoupir dans une paix si douce. Sur les tuiles, une teinte rose se mourait. J'entendais le rire d'une voisine, puis des voix d'enfants au tournant de la route devant chez nous. Plus loin, montaient, adoucis par la distance, des bruits de troupeaux rentrant à l'étable. La grosse voix de la Garonne ronflait, continue. Mais elle me semblait la voix même du silence, tant j'étais habituée à son grondement. Peu à peu, le ciel blanchissait. Le village s'endormait davantage. C'était le soir d'un beau jour et je pensais que tout notre bonheur, les grandes récoltes, la maison heureuse, les fiançailles de Véronique, pleuvant de là-haut, nous arrivaient dans la pureté même de la lumière. Une bénédiction s'élargissait sur nous avec l'adieu du soir. Cependant, j'étais revenue au milieu de la pièce. Nos filles bavardaient. Nous les écoutions en souriant, lorsque tout à coup, dans la grande sérénité de la campagne, un cri terrible retentit. Un cri de détresse et de mort. « La Garonne, la Garonne !» Chapitre 2. Nous nous précipitâmes dans la cour. Saint-Jory se trouve au fond d'un pli de terrain, en contrebas de la Garonne, à 500 mètres environ. Des rideaux de hauts peupliers qui coupent les prairies cachent la rivière complètement. Nous n'apercevions rien, et toujours le cri retentissait « La Garonne, la Garonne !» Brusquement, du large chemin devant nous, débouchèrent 2 hommes et 3 femmes. Une d'elles tenait un enfant entre les bras. C'étaient eux qui criaient, affolés, galopant à toutes jambes sur la terre dure. Ils se tournaient parfois, ils regardaient derrière eux, le visage terrifié, comme si une bande de loups les eût poursuivis. « Eh bien, qu'ont-ils donc ?» demanda Cyprien. « Est-ce que vous distinguez quelque chose, grand-père ?»« Non, non, dis-je. Les feuillages ne bougent même pas. » En effet, la ligne basse de l'horizon paisible dormait. Mais je parlais encore lorsqu'une exclamation nous échappa. Derrière les fuyards, entre les troncs des peupliers, au milieu des grandes touffes d'herbe,
Nous venions de voir apparaître comme une meute de bêtes grises tachées de jaune qui se ruaient. De toutes parts, elles pointaient à la fois. Des vagues poussant des vagues, une débandade de masses d'eau moutonnant sans fin, secouant des baves blanches, ébranlant le sol au galop sourd de leur foule. À notre tour, nous jetâmes le cri désespéré. La Garonne, la Garonne !» Sur le chemin, les 2 hommes et les 3 femmes couraient toujours. Ils entendaient le terrible galop gagner de l'heure. Maintenant, les vagues arrivaient en une seule ligne, roulantes, s'écroulant avec le tonnerre d'un bataillon qui charge. Sous leur premier choc, elles avaient cassé 3 peupliers, dont les hauts feuillages s'abattirent et disparurent. Une cabane de planches fut engloutie. Un mur creva. Des charrettes d'ételés s'en allèrent, pareilles à des brins de paille, mais les eaux semblaient surtout poursuivre les fuyards. Au coude de la route, très en pente à cet endroit, elles tombèrent brusquement en une nappe immense et leur coupèrent toute retraite. Ils couraient encore, cependant, éclaboussant la mare à grandes enjambées, ne criant plus, fous de terreur. Les eaux les prenaient aux genoux. Une vague énorme se jeta sur la femme qui portait l'enfant. Tout s'engouffra. « Vite, vite !» criai-je. « Il faut rentrer. La maison est solide, nous ne craignons rien. » Par prudence, nous nous réfugiâmes tout de suite au second étage. On fit passer les filles les premières. Je m'entêtai à ne monter que le dernier. La maison était bâtie sur un tertre, au-dessus de la route. L'eau envahissait la cour, doucement, avec un petit bruit. Nous n'étions pas très effrayés. « Bah, » disait Jacques pour rassurer son monde, « ce ne sera rien. Vous vous rappelez mon père, en 55, l'eau est comme ça venue dans la cour. Il y en a eu un pied, puis elle s'en est en allée. » « C'est fâcheux pour les récoltes tout de même, hein, murmura Cyprien à demi-voix. « Non, non, ce ne sera rien, repris-je à mon tour, en voyant les grands yeux suppliants de nos filles. Aimée avait couché ses 2 enfants dans son lit. Elle se tenait au chevet, assise, en compagnie de Véronique et de Marie. Tante Agathe parlait de faire chauffer du vin qu'elle avait monté pour nous donner du courage à tous. Jacques et Rose, à la même fenêtre, regardaient. J'étais devant l'autre fenêtre avec mon frère, Cyprien et Gaspard. « Montez donc !» criai-je à nos 2 servantes qui pataugeaient au milieu de la cour. « Ne restez pas à vous mouiller les jambes. »« Mais elle est bête, » dirent-elles. « Elles ont peur, elles se tuent dans les tables. »« Non, non, montez, tout à l'heure, nous verrons. » Le sauvetage du bétail était impossible. Si le désastre devait grandir, je croyais inutile d'épouvanter nos gens. Alors je m'efforçais de montrer une grande liberté d'esprit. Accoudée à la fenêtre, je causais. J'indiquais les progrès de l'inondation. La rivière, après s'être ruée à l'assaut du village, le possédait jusque dans ses plus étroites ruelles. Ce n'était plus une charge de vagues galopant, mais un étouffement lent et invincible. Invincible. Le creux au fond duquel Saint-Jory est bâti se changeait en lac. Dans notre cour, l'eau atteignit bientôt 1 mètre. Je la voyais monter, mais j'affirmais qu'elle restait stationnaire. J'allais même jusqu'à prétendre qu'elle baissait. « Te voilà forcé de coucher ici, mon garçon, » dis-je en me tournant vers Gaspard. « À moins que les chemins ne soient libres dans quelques heures, c'est bien possible. » Il me regarda sans répondre, la figure toute pâle, et je vis ensuite son regard se fixer sur Véronique avec une angoisse inexprimable. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.